Alors, de nos jours, il y a plusieurs personnes qui se lancent dans l'élevage au Cameroun, mais essuient plusieurs échecs. Et c'est dans cette optique-là que j'ai souvent rencontré des personnes qui ont commencé, mais ça n'a pas marché. Et j'ai commencé à me poser des questions et que j'ai rencontré un ami qui s'appelle Blaireau, qui fait dans l'agriculture depuis plusieurs années. Une particularité avec lui, c'est qu'il a beaucoup réussi dans ce domaine. Et aujourd'hui, il fait vraiment de grandes choses dans l'élevage. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de le rencontrer aujourd'hui pour faire une vidéo avec lui, pour qu'il nous partage son expérience et voilà, qu'il nous donne le secret en fait de sa réussite dans l'élevage au Cameroun. Et donc, si tu aimerais te lancer comme ça dans l'élevage, je pense que cette vidéo, tu dois absolument la regarder parce qu'elle va t'apporter énormément. Et voilà, tu pourrais éventuellement aussi envisager d'entrer en contact directement avec lui. Voilà, comme ça, tu pourras avoir plus d'autres informations. Si tu trouves que le contenu n'est pas assez allé en détail au niveau des questions que tu as. Et voilà. Sans plus tarder, bonjour Blaireau, comment tu vas? Bonjour, je vais bien et toi-même? Ça va Blaireau. Est-ce que tu peux rapidement te présenter comme ça et pour qu'on sache déjà voilà, pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Bon, je suis Blériot Wafo, je suis étudiant en Allemagne et je sais pas si je vais dire entrepreneur, mais je mène plusieurs activités au Cameroun et en Allemagne, parmi lesquelles l'élevage. C'est l'élevage ou l'agriculture? L'élevage, pas Ok, l'agriculture, ok, merci. l'élevage. Et comment un étudiant en Allemagne est dans l'élevage au Cameroun? Tu gères ça comment? Donc, l'élevage, je l'ai commencé très tôt, depuis tout petit, parce que mes parents déjà faisaient l'élevage. Donc, déjà, dès la classe du sixième, je, j'étais déjà je m'étais déjà familiarisé avec l'élevage, quoi. Et donc, c'est le genre de petit élevage qu'on fait généralement au Cameroun, là, ou bien c'était vraiment, c'est quelque chose Donc, mes de... parents ont commencé petits, Oui, oui. hum, mais ils vont grandir au fur et à mesure à leur niveau. Donc, je vais dire, c'était petit, mais pas assez petit que ça. Et est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas l'activité familiale, mais est-ce que c'est pour toi ou bien c'est pour la famille Non, on peut concrètement? dire que c'est pour la famille. On peut dire que c'est Mhm. pour la famille, mais donc, à quel niveau est-ce que donc, tu interviens dans cet élevage-là? Donc, déjà, comme j'ai dit, depuis le bas âge, je m'intéresse à l'élevage parce que les parents Oui. faisaient dans ça. Donc, au lycée, je passais mes week-ends à la ferme. Je travaillais avec mon papa. Quand les vétérinaires venaient à la ferme, j'étais toujours passionné par pourquoi ils viennent, pourquoi ils font tel geste, pourquoi ils Mhm. font ci, pourquoi ils font ça. Donc, c'était un truc vraiment très passionnant pour moi. Et après le bac, puisqu'il fallait faire les cours de langue et tout, au moment où je décide de quitter le Cameroun pour aller étudier, pour venir ici en Allemagne étudier, les procédures se compliquent. Du coup, je me dis, si ça ne marche pas avec le voyage, pourquoi en fait je veux même voyager alors que je peux me concentrer sur les activités que mes parents avaient commencé, vu qu'ils sont déjà fatigués. Je peux agrandir cela et me focaliser dessus et faire de ça mon métier, quoi. Donc, c'est comme ça que je me lance vraiment à fond. Je fais des recherches dessus, je fais des petites formations et avec les petites économies que je m'étais fait, j'essaye d'agrandir le business autant que je peux. Et quand j'arrive en Allemagne, quand finalement j'ai mon visa et que j'arrive en Allemagne, je découvre une face de l'élevage qu'au Cameroun, j'avais jamais vue. Parce que étant passionné par l'élevage, dès que je suis arrivé ici, j'ai essayé de visiter et de rencontrer d'autres fermiers. Mais ils avaient une façon complètement différente de faire leur élevage de poules qu'au Cameroun. Donc je me suis dit, waouh, au Cameroun, on se casse la tête, on se complique la tête sur plein de choses. Et pourtant, ici, il existe déjà des façons plus faciles et mieux adéquates pour gérer cela. Donc c'est comme ça qu'ici, je me fais encore former dans l'élevage. Et au départ, à distance, j'essaye de transmettre ce que j'apprends ici à mon papa parce que c'est mon papa qui s'occupe de la ferme. Donc, étant ici, tout ce que j'apprends, j'essaye de lui transmettre ça là-bas. Mhm. Et à chaque fois que j'ai des entrées financières, j'essaye d'agrandir la ferme autant que je peux. Mhm. Donc, tu viens de parler de l'aspect développement de l'élevage. Est-ce que les méthodes pratiquées ici, ça passe aussi avec le contexte climatique ou bien et autres africains? Ça dépend. Ici, en Afrique, pour l'élevage, on a besoin d'un élevage avec beaucoup d'air. Mhm. Généralement, tu vas voir les fermes au Cameroun, on monte le mur assez bas et après, ce sont soit un grillage qu'on soulève, soit des bambous. Oui, oui. C'est parce qu'il fait chaud et on a besoin que les poussins ont besoin d'air, les poules ont besoin d'air. Mais ici, par contre, ils ne font pas ça dans beaucoup de fermes parce que, par exemple, en hiver, quand il fait beaucoup froid, Ouais. s'il faut l'aération, que le vent passe et tout,
les poules seront affectées par le froid. Dans le détail climatique, je dirais c'est juste au niveau de la construction. Mais dans l'élevage en lui-même, il n'y a pas de différence entre le Cameroun, l'Allemagne ou bien... Donc, tu as juste apporté la touche occidentale. Et est-ce que c'est plus rentable? C'est plus... quels sont les avantages, en fait, déjà de... Déjà, un des trucs que j'ai appris, le premier des trucs que j'ai appris quand je suis arrivé, quand on faisait l'élevage au Cameroun avec mon papa, on n'avait jamais fait de vide sanitaire. Du moins, je n'avais jamais entendu le mot, la composition de mot vide sanitaire. Parce que chaque fois que tu as une bande de poules et que tu les as tous vendus, quand tu nettoies la ferme, tu reprends une nouvelle bande. Mais tu n'as pas assez de temps pour suffisamment désinfecter ton poulailler. Donc, généralement, si les poules qui étaient là avant avaient une certaine infection, le pourcentage de chances que la nouvelle bande qui arrive puisse avoir les mêmes problèmes est très haut. Mais c'est ici que j'ai appris que généralement, après 2 bandes, il faut faire un vide sanitaire, c'est-à-dire faire une pause, peut-être sur 1 mois ou 3 semaines, où tous les jours, tu désinfectes ton poulailler, tous les jours, tu désinfectes, tu nettoies les alentours. Donc, c'est ça qu'on appelle le vide sanitaire. Ça, par exemple, au Cameroun, nous, on ne le faisait pas. Et j'avais jamais vu de ferme au Cameroun où on faisait des vides sanitaires. Est-ce qu'il y avait peut-être ça n'y avait pas de conséquences? Si tu as jugé que c'est pertinent de... Je juge que c'est pertinent parce que parfois, tu peux lancer une bande et tous les jours, tu as des poussins qui meurent, ou alors des poules qui meurent. Mais forcément, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas quelle est la cause. Tu te bats à trouver des solutions et tout, mais peut-être tu aurais pu éviter ça si tu avais eu à faire un vide sanitaire avant. Et pourquoi est-ce qu'au Cameroun, les gens ne sont pas au courant de ça? Qu'est-ce qui explique le fait Parce que généralement, au Cameroun, la plupart des gens qui se lancent dans l'élevage ne prennent pas la peine de s'informer dessus au lieu de se faire former là-dessus. Mais tu m'as dit que tu as voulu faire des formations. J'ai fait des formations, mais mes formations n'étaient pas dans des écoles de formation. Mes formations, c'était genre, je trouve une grande ferme et je les contacte, je viens apprendre ce qu'eux ils font. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, ce que moi je connais, si j'étais au Cameroun, un jeune pouvait s'approcher de moi et me dire, OK, je vois, tu fais ci, tu fais ça, je veux apprendre. Et il vient, on travaille ensemble, il apprend. Et après, il peut aller faire ça pour quelqu'un d'autre, faire ça pour lui-même. Pour lui-même, ouais. Mais ici, par exemple, en Allemagne, j'ai fait des formations où j'ai des certificats, où j'ai fait des certifications, où j'ai vraiment appris qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. J'ai appris à étudier le comportement, par exemple, d'un poussin ou d'une poule. Parce qu'il y a aussi ça. Par exemple, au Cameroun, les frais d'un vétérinaire, ça coûte cher. Quelqu'un qui va lancer une petite bande de poules ne pourra pas se permettre de faire venir un vétérinaire tout le temps dans sa ferme. Quand tu auras 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce sera coûteux pour toi de faire venir un vétérinaire parce que quand tu lances une bande de poules, forcément, il y aura toujours des morts. Parfois, c'est juste l'étouffement. Ça peut être, il n'y a pas de problème, ça peut être juste un étouffement tu as perdu des poules. Mais si tu fais venir un vétérinaire pour un étouffement, tu le payes, tu payes son déplacement. Ça fait, c'est des factures. C'est des factures que tu augmentes déjà. Et tu ne sais pas encore quelle sera la tendance du marché au moment où tes poules seront prêtes. Donc, il faut minimiser les coûts. C'est pour ça qu'il faut apprendre à étudier le comportement des poules, pouvoir comprendre quel est le besoin d'une poule ou bien d'un poussin, quand il agit ainsi ou bien quand il agit comment. Pouvoir étudier la couleur, par exemple, des selles des poules, pouvoir étudier la consommation d'eau, par exemple, des poules. Si tes poules consommaient 200 litres d'eau, par exemple, sur une semaine, et que la deuxième semaine, tu te rends compte que par jour, ils sont en train de consommer plus ou alors qu'ils sont en train de consommer moins, tu dois faire attention, il y a un problème. Donc, tout ça, c'est ici que j'ai appris ça. Donc, au Cameroun, beaucoup de gens ne mettent pas l'accent vraiment sur des petits détails qui sont très importants. Je comprends, c'est comme dans toutes choses, généralement au Cameroun. Je pense qu'il nous manque un peu ce côté-là, dans les détails, vraiment, de mesurer la quantité d'eau et tout. Et dernièrement, je vois qu'on me parlait par rapport à ça. Je t'ai dit que ma mère, par exemple, elle faisait dans l'élevage, mais elle a beaucoup raté. C'est-à-dire, et je crois que c'est le cas de plusieurs personnes qui se lancent dans l'élevage, mais ça ne marche pas. Et j'ai rencontré même ici, là, personnellement, beaucoup de camarades qui ont dit qu'ils ne peuvent même plus tester ça. Qu'est-ce qui explique le fait que d'autres n'arrivent pas à s'en sortir dans l'élevage? Déjà, dans l'élevage, c'est vraiment, pour moi, c'est l'exemple parfait pour expliquer l'entrepreneuriat. Ça veut dire investir ce que tu es prêt à perdre et à réinvestir directement après la perte. Ça veut dire quoi? Quand tu te lances dans l'élevage, tu décides de te lancer, par exemple, avec 5 000 poules. Le capital que tu investis sur 5 000 poules, sois sûr que tu es prêt
à perdre le capital là, dans 2 mois. Ouais. Et que dans 2 mois, tu seras capable de réinvestir le capital des 5 000 poules. Parce que je me lance au début, je suis nouveau, je vais me lancer dans un domaine que je ne connais pas. Ouais. Déjà, la première des choses à faire, c'est de faire appel à des experts pour me lancer. Chose que beaucoup qui se lancent ne font pas. Mhm. Des experts, ce n'est pas forcément des gens qui ont étudié cela, mais c'est peut-être des personnes qui font cela depuis longtemps. Se rapprocher d'eux et lancer avec eux, se faire suivre par un vétérinaire. Et au premier échec, ne pas abandonner parce que parfois tu peux lancer une bande Ouais. et tu perds totalement. Il y a des gens qui ont la chance, qui se lancent et du premier coup, la première bande, ça marche. Ouais. Beaucoup ont cette chance-là. Mais si du premier coup tu lances et qu'il y a un échec et que tu arrêtes à ce niveau-là, là tu as échoué. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà des conseils simples et pratiques qui reviennent souvent dans les échecs des gens? C'est-à-dire que ce qui cause généralement les échecs, parce que c'est pas comme si c'est automatique. Bon, pour les conseils que je peux donner pour quelqu'un qui se lance, déjà ça dépend du niveau d'élevage que la personne veut lancer. Ouais. Si ce sont des petits élevages à la maison, tout ce que je peux dire, c'est déjà de ne pas prendre les poussins d'un jour. Pour les personnes qui font de petits élevages, je leur conseille de prendre les poussins de 21 jours, c'est-à-dire des poussins qui viennent de sortir du chauffage. Là, les poussins sont un peu plus solides, ils ont déjà reçu tous les vaccins adéquats. Et tout ce que vous avez à faire, c'est juste les mettre dans un local propre, bien aéré, les nourrir, donner de l'eau, et c'est tout. Maintenant, pour les personnes qui veulent se lancer dans un élevage industriel, déjà, si ces personnes sont ici, en Allemagne, déjà, je leur dirais de rentrer au Cameroun. Mhm. S'ils travaillent, de prendre un congé sur au moins 1 an, parce que la construction d'une ferme, ça demande du temps, du suivi, et personne ne peut suivre ton projet mieux que toi. Donc, pour une personne qui est ici et qui veut se lancer dans l'élevage, déjà, il faudrait que la personne soit sur place. À part s'il se lance comme investisseur, c'est-à-dire il donne l'argent, les gens font, il attend seulement les retours. Mhm. Mais si c'est vraiment son business à lui, déjà, il doit se rendre au Cameroun pour pouvoir suivre. Maintenant, au niveau de la construction de la ferme, pour quelqu'un qui se lance, déjà, le choix du lieu où il faut construire à un endroit calme. Beaucoup de gens construisent les fermes en ville où il y a les voitures qui passent, où il y a les bruits. Si tu as des poussins, les poussins, c'est comme les bébés. Le moindre bruit qu'ils n'attendaient pas, ils sont effrayés. Quand des poussins ont un bruit qui les effraie, ils ont le réflexe tous d'aller dans le même endroit. Donc, ils montent les unes sur les autres, les unes sur les autres, les unes sur les autres. Et quand le bruit sera passé, ils vont se rééparpiller dans la salle. Mais déjà, les poussins qui étaient au fond vont Ah, mourir oui, d'étouffement. ouais. Si tu n'étais pas, ou ton employé n'était pas là au moment où ça a eu lieu, tu ne sauras pas forcément que c'est le bruit qui les a tués. Mhm. Et tu vas peut-être faire venir un vétérinaire, ce sera déjà du coup. Inutilement. Le vétérinaire, lui, quand il va venir, le vétérinaire ne va pas forcément penser Ouais, à ouais. un étouffement. Ouais, ouais. Il pourra peut-être te prescrire des médicaments pour tes poules Médicaments, ouais, ouais. qui déjà ne vont pas soigner parce qu'elles n'ont pas de Ils problème, n'ont pas de problème. mais qui pourront causer d'autres problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc, il y a déjà ça, aller se construire dans un endroit vraiment calme, vraiment bien aéré, où il y a de l'eau et aussi la lumière. Parce que si tu as des ampoules dans ta ferme, par exemple pour les poussins, et que tu coupes et qu'on coupe la lumière, il suffit juste qu'il y ait une petite lumière qui éclaire dans ta ferme et tous tes poussins vont aller là où il y a là où ils voient la lumière. Mhm. Donc déjà, tu dois te rassurer d'avoir une lumière constante. Pareillement que quand il y a coupure de lumière, quand il fait complètement noir, les poussins réagissent comme les enfants, ou alors comme les êtres humains, donc ils auront tendance à tous essayer de se regrouper ensemble, et ça va toujours créer des étouffements. Donc, pour quelqu'un qui se lance, choisis un lieu où il y a du calme, où il aura un accès facile à l'eau, où il y aura un accès routier facile aussi, parce que Ouais. pour faire entrer les poussins ou bien pour faire entrer les aliments, Mhm. pour que tes clients viennent chercher les poules, il faudrait que l'accès aussi soit facile. C'est facile, bien entendu. Et au niveau de la construction de la ferme, toujours se rassurer que la ferme sera suffisamment bien aérée. Soit le faire avec des bambous ou avec des grilles, mais se rassurer que le vent pourra passer et sortir de ta ferme des deux sens, quoi. Donc, en latéral. Donc, en même temps, la chaleur est importante. En même temps, il faut une certaine Les poules aération. ont vraiment besoin de beaucoup d'aération. La chaleur est importante pour les poules quand ils sont petits, quand ils sont poussins. Mhm. Mais là, tu as la possibilité de contrôler ta chaleur. Parce que généralement, tu vas voir dans des fermes, il y a des bâches. Oui, oui. Au moment où on chauffe les poussins, on baisse complètement les bâches, ce qui permet que le vent et le froid ne passent pas. Oui, oui. Mais en journée, quand il fait un peu chaud, on soulève. Quand On il fait un peu soulève, chaud, on ouais. soulève pour que les poussins puissent s'aérer. Mhm. Mais la nuit, on baisse et on allume Les- des feux à l'intérieur de la oui. ferme pour chauffer les poussins.
Donc, pour la chaleur, tu peux gérer. Mais pour le vent, il faut absolument que tu aies la possibilité. Est-ce que c'est Avoir le facile vent alors dans de ta salle. trouver les poulets de 21 jours là, au pays pour ceux Bon, qui oui. veulent commencer? Déjà, il y a plein de fermiers déjà au Cameroun qui commencent à livrer les poulets de 21 jours. Mais généralement, le fermier qui vend ces poulets de 21 jours Oui, oui. ne va pas trouver beaucoup de clients qui vont prendre Mhm. les poulets de 21 jours. Ouais, ouais. C'est pour ça que se lancer ces poulets de 21 jours, parfois, c'est coûteux. Bah, Mais malgré que c'est coûteux, il y a toujours du gain à l'intérieur. Et il y a aussi un phénomène de malhonnêteté chez les livreurs, les gens qui vendent la nourriture ou bien. C'est-à-dire que, je dis malhonnêteté, pourquoi? Parce que ils peuvent ils peuvent te donner rendez-vous alors qu'ils ont donné rendez-vous à une autre personne et ils savent qu'ils ne peuvent pas vous satisfaire au même moment. Bon, pour ce problème-là, déjà, je vais dire, si tu as besoin d'acheter les poulets Oui, oui. chez quelqu'un, forcément, tu dois faire des contrats avec Mhm. la personne. Parce que tu ne dois pas commander avec la bouche. Oui, oui. Généralement, les fermiers, que je vais dire grands fermiers au Cameroun qui font des livraisons, Mhm. te demandent toujours de faire soit une avance, soit de Oui. payer complètement. Justement, il y a aussi ce problème-là. Tu donnes l'avance, mais les délais ne sont pas respectés. Là, tu vas porter plainte à la personne, tu n'as pas le choix. Là, tu peux pas, il n'y a pas de Est-ce au Cameroun, tactique. on porte plainte? Mais Sinon, si quelqu'un veut vraiment se lancer dedans, c'est-à-dire qu'il est vraiment déterminé, avec Mhm. combien est-ce qu'il peut commencer? donc, ça dépend toujours du niveau auquel il veut se lancer. Parce que je peux te dire, pour bien se lancer, il faut par exemple, je sais pas, 40 millions de francs CFA, 20 millions. Oui, oui. Mais ça dépend vraiment de l'ampleur que la personne Non, mais quand on dit commencer, ce n'est pas qu'il veut déjà être leader du marché, c'est-à-dire qu'il veut le minimum avec lequel, ok, supposons qu'il a acheté un terrain à la sortie de Yaoundé, Mhm. dans lequel il construit sa maison là-bas, voilà, il veut peut-être lancer même, disons, même 100 poules, 100 c'est pas une centaine de trucs. Bien. Donc, pour une centaine de poulets, moi, je dirais que c'est vraiment un élevage de maison pour ce nombre-là. Et s'il faut se lancer pour 100 poulets, déjà, forcément, la personne ne peut pas se lancer avec les poussins. Mhm. Parce que si tu lances 100 poussins, comme je dis forcément, il faut toujours qu'il y ait des morts. Ouais, ouais. Si tu fais de l'élevage, il n'y a pas de morts, c'est que vraiment tu es le fils. C'est-à-dire que même celui qui est le plus... Même ici en Europe, Même ici en il y a- Europe, tu il y peux a pas le- faire de l'élevage sans qu'il y ait des poussins qui meurent. Donc, c'est un peu comme les êtres humains, quoi. Tu peux Non, pas mais les avoir... êtres humains, non, mais les êtres Non, humains mais ne meurent pas. Le tous taux les de jours, mortalité... tous les jours, on a un Mais ce n'est être pas humain chez dans le les monde qui enfants. meurt. Mais ce n'est pas les enfants. Mais même chez les enfants, Non, non, tous les non. jours, on a par exemple Le taux de des... mortalité... Parce que ce soit par maladie, que ce soit par accident, il y a toujours un cas qui va se produire pour qu'il y ait des morts. Donc, Ouais. tu peux pas faire un élevage sans qu'il y ait eu un étouffement, par exemple. Tu peux pas faire un élevage sans qu'il y ait eu peut-être une On petite... dit que voilà, en 2000... Bon, le dernier statistique date de 2000... on parle de 3 décès pour 1000... 3,9 décès pour 1000 enfants. 3,9 décès. Ça pour 1000. C'est-à-dire que Bon, oui. normalement, pour les poulets... Ça Ça veut dire si tu lances 1000 poulets, il faut te trois mains. tu dois t'attendre aussi à ce même pourcentage-là. Oui, mais... À minimum ce pourcentage-là. Ça, c'est... Mais quand tu dis que... Mais quand quelqu'un lance 100, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de Non. mort. Non, mais si quelqu'un lance 100, forcément, il y aura toujours des morts, Non, il y aura parce toujours un que pourcentage de morts. Le On peut pas pourcentage faire à zéro mort. justement, parce que c'est tellement faible on est Non, donc c'est allé à faible, mais 1000. ça existe. Ça veut dire que quand je dis il y aura toujours des morts, il faut toujours, en te lançant, penser déjà à Oui, cette oui. perte-là. D'accord. Ça veut dire, par exemple, si par exemple je dois lancer une bande de 5000 poulets, Mhm. je vais lancer 5300. D'accord. Les 300 que je mets, 5300 là, Oui, parce oui. que je considère dans mes comptes que je vais payer Donc, ces 300 ton poulets. 5000 alors, puis que tu as pris 5000, ça veut dire que c'est le nom vraiment pour quelqu'un Non, qui oui. veut débuter. Bon, 5000 c'est compliqué. Mhm. Moi, j'aurais dit pour quelqu'un qui est vraiment novice, qui se lance, j'aurais conseillé de commencer avec 1000, 1500. 1500, ok. Et dans les 1000, 1500, vu qu'il faut les frais de vétérinaire, il faut la nourriture, il faut l'eau, tout ça, c'est combien? Donc maintenant, comme je dis, ça dépend maintenant des villes où la personne va se lancer. Oui, oui. Si par exemple, tu as dit Yaoundé. À Yaoundé, je ne connais pas trop les coûts de construction pour une ferme, Mhm. mais je dirais dans l'ensemble, pour Oui, se oui. lancer, la personne a besoin de minimum, si la personne veut lancer une bande de 1000 ou bien de 1500, Mhm. la personne a besoin de minimum 10 à 15 millions. Ah, c'est quand même une somme considérable somme parce considérable. que même en euros, c'est dans les 20 000 euros. Mais maintenant, cet investissement-là, c'est pourquoi? Il doit construire, Oui, oui. il doit acheter le matériel. Ouais. Parce que je comprends, Mhm. mais maintenant le problème c'est que
Est-ce que ça va le rapporter? Ça va le rapporter. Parce que 20 000 euros déjà pour quelqu'un qui veut se lancer dans le business, 15 millions, bien, c'est quelque chose que tu n'as pas risqué comme ça, là, comme si de rien n'était, comme si c'était 100 francs. C'est exactement pour ça que je l'ai dit au départ, que des gens se lancent et ne prennent pas en compte le risque qu'il y a. Parce que quand tu te lances, il y a un gros risque. Comme tu as vu, pour quelqu'un qui va se lancer et se dit, je me lance avec 5 millions, forcément, il va aller au-delà des 5 millions. Mais maintenant, quand il traverse son budget de 5 millions qu'il s'est donné, les pertes, l'argent qu'il met au-dessus, c'est des pertes auxquelles il ne s'attendait pas au départ. Et s'il se retrouve maintenant à avoir une mauvaise bande de poules, il aura tout perdu, il ne pourra pas recommencer. Donc, c'est mieux quand tu veux te lancer d'avoir vraiment le nécessaire, le maximum que tu peux avoir. C'est mieux d'avoir tout le nécessaire que tu peux avoir. C'est mieux de mettre à ta disposition. Parce que le matériel que tu achètes ne meurt pas. Donc, la ferme que tu as construite, si tu construis vraiment une ferme bien moderne, les mangeoires modernes que tu vas acheter, les abreuvoirs et tout, ça reste. Après, maintenant, pour refaire les autres bandes, tu auras besoin peut-être d'à peine 3 millions, 2 millions pour relancer maintenant à chaque fois. Et quelle est la rentabilité alors après avoir investi 15 millions? Qu'est-ce que tu vas avoir? Quelle est la rentabilité? Bon, je ne sais pas comment je peux répondre à ta question, mais tout ce que je peux te dire, c'est que l'élevage au Cameroun est vraiment rentable. Et pour quelqu'un qui va investir 15 ou 20 millions, il ne doit pas s'attendre à avoir une rentabilité de sitôt. Donc, tu dépenses 20 000 euros et tu dis que... Parce que quand tu vas lancer, par exemple, 1500 poulets, si ta première bande réussit, tu ne vas pas avoir un bénéfice tu ne vas pas avoir un chiffre d'affaires de 50 millions sur cette bande-là. Donc, il faudra à chaque fois améliorer et agrandir tes quantités. Et combien est-ce que tu peux avoir de retour sur investissement? Comment est-ce que quel est le chiffre d'affaires que tu peux faire après avoir dépensé 20 000 euros, 15 millions? C'est très simple. Tu vois, si actuellement, par exemple, au Cameroun, je crois les fermiers sont en train de vendre les poulets, je crois à 2100 francs ou 2200 environ. Ça veut dire si tu as lancé une bande de 1500 poulets et qu'à la fin, considérant comme tu as dit qu'il n'y a même pas eu de mort, tu te retrouves avec 1500 poulets, tu vois, tu multiplies 1500 par 2100 francs qui est le prix du marché actuellement. Je ne sais pas trop combien ça fait. 1500 poulets, en revendant à 2100 francs, tu te retrouves à un chiffre d'affaires de 3 150 000. Tu vois que si tu avais mis tu n'avais pas misé sur certaines pertes, tu peux te retrouver à avoir lancé 25, je sais pas, un 20 capital de 20 millions, 30 millions. La première bande, ça se passe mal. Si tu n'as pas l'argent pour relancer, tout l'investissement de 30 millions que tu as fait est perdu. Si tu ne peux pas continuer, si tu n'as pas un revenu où tu peux continuer à réussir. Dans le long oui, c'est un business d'élevage, c'est un truc que tu dois avoir sur le long terme. Mais il y a ceux maintenant qui disent que ok, c'est juste pour les fêtes, c'est-à-dire que c'est pour le business des fêtes, quoi. C'est que pendant les fêtes, beaucoup de personnes... Bon, moi, je n'aurais pas dit que la personne est vraiment en train de faire... Il veut dégager un capital pour lancer un autre... Là, tu peux pas construire une ferme seulement pour les fêtes. Donc, les personnes qui disent qu'ils font les trucs pour les fêtes, c'est genre, ils vont faire un truc vraiment pas industriel. Ils vont vraiment prendre un lieu quelque part et faire un truc vraiment pas moderne, un truc vraiment précaire. Ils vont acheter les poulets. Soit ils vont prendre les poulets déjà 21 jours, ils vont les reformer. Donc, à l'approche des fêtes, ils vont acheter les poulets de 21 jours, ils vont les reformer pour qu'ils soient vraiment costauds au moment des fêtes. Soit, dans ces fermes-là, ils vont prendre peut-être une pièce à la maison et tout. Et ils vont prendre peut-être 500%, 800%. Pour ceux qui ont vraiment de grands espaces, ils vont prendre un peu plus, ils vont chauffer. Ils vont vendre pendant les fêtes. Mais c'est vrai, c'est rentable pendant les fêtes. Mais généralement, pour ceux qui s'intéressent au marché, ils vont se rendre compte qu'après les fêtes, le prix des poulets augmente vraiment sur le marché. Le prix augmente parce que généralement, après les fêtes, beaucoup de fermiers se sont concentrés à avoir les poules pendant les fêtes, puisque pendant les fêtes, il y a la demande. Mais ils oublient qu'après, la vie continue. Et directement après les fêtes, il y a le manque de poulets sur le marché. Parce que beaucoup de fermiers ont maintenant besoin de réchauffer encore les poussins avant qu'il n'y ait les poussins sur le marché. Donc, pour moi, quelqu'un qui veut faire un élevage saisonnier, moi, je lui aurais dit de se lancer pour pouvoir avoir les poules sur le marché dans l'après-fête. Je vois. Et maintenant, comment est-ce que donc bon, on a parlé de bien démarrer. Est-ce que
il y a les conseils de formation que tu peux donner à quelqu'un? Est-ce que toi, tu formes déjà les gens par rapport à ça? Donc, je suis en train de faire un petit livre sur comment réussir son élevage. Oui, Et pour le conseil que je peux donner à ceux qui se lancent dès aujourd'hui et qui ne pourront pas peut-être avoir accès à mon livre ou bien avoir accès à d'autres formations, comme j'ai dit, c'est se rapprocher des personnes qui le font déjà. oui, Et surtout, quand on veut se lancer dans l'élevage, le point le plus important que j'ai oublié de citer au début, c'est d'avoir dans sa tête sa cible, à qui je vais vendre mes poules. Parce qu'il y a des gens qui, étant ici en Allemagne, leur petit frère ou bien un ami au Cameroun leur a dit « Je me connais en élevage. C'est vraiment rentable, lançons-nous. » Ils ont investi. L'élevage a marché en lui-même. Les poules ont bien grandi. Mais le revenu est moins parce qu'ils se retrouvent à avoir normalement à 45 jours. Une poule de chair, à 45 jours déjà, elle est prête à être consommée. Donc, ça veut dire à 45 jours déjà, tu dois commencer à vendre. Tes poules doivent être en train d'être vendues. Ouais. Plus elles restent chez toi, plus elles consomment. Mais le prix, plus elles consomment, mais le prix du marché, tu es obligé de t'adapter au prix du marché. Ça veut dire, si tu ne savais pas dès le départ à qui tu devais vendre tes poules, tu vas te retrouver à faire 60 jours, 50 jours avec des poules que tu vas nourrir, que tu seras obligé parfois à vendre même moins cher que sur le Moins marché cher, parce ouais. qu'il va falloir vite les faire sortir. Tout à fait. Et tu vas te dire, non, l'élevage, on m'a trompé, l'élevage n'est pas rentable. Donc, il y a beaucoup de personnes qui échouent pour ce motif-là parce qu'ils se sont lancés sans au préalable savoir comment est-ce que je vais écouler mes poules. Parce que si tu prends 1500 poules, il faut que tu saches qui sera capable de m'acheter les 1500 poules. Si tu lances 5000 poules, qui sera capable de m'acheter 5000 poules quand ce sera atteint. Et là, tu peux peut-être atteindre même les restaurants. Exactement, il faut savoir. Si tu veux travailler les restaurants, Oui, là maintenant, si tu décides, je vais travailler les restaurants. Les restaurants ont besoin continuellement des poules. oui. Donc, il faudrait que tu sois en mesure, ok, si je travaille avec 10 restaurants, il faudrait que tous les jours, ils ont besoin de poules, que je sois capable de leur livrer. Ouais. Ça fait que tu seras obligé maintenant de faire un élevage en continu. Donc, quand la première bande ne sera même pas encore prête, il faudra déjà que tu aies lancé une autre bande. Voilà. Déjà, merci pour tes nombreux conseils et vraiment merci d'avoir été là aujourd'hui pour échanger autour de ce sujet très, très intéressant. Et je pense que beaucoup de personnes veulent se lancer parce que moi, personnellement, de ceux avec qui on est arrivé en Allemagne, la génération, plusieurs personnes se sont lancées dans l'agriculture et ils ont échoué. C'est-à-dire que je ne connais même pas une personne qui a vraiment réussi. Ils ont carrément laissé, ils ont dit que l'entrepreneuriat, et nous là, on n'est plus dedans. Parce que là, quelqu'un a sorti son argent comme ça, là, son premier salaire, tout ça, il allait prendre le crédit à la banque, il était enthousiasmé et puis il a perdu comme ça. Donc, je pense que même la jeune génération qui va vouloir se lancer, si elle tombe sur cette vidéo, ce genre de contenu, je pense que ça va vraiment aider plusieurs, même ceux qui sont actuellement au Cameroun et rencontrent des difficultés. Je pense que ce genre de contenu peut beaucoup les aider. Alors, merci Blaireau. Merci aussi. Et à très bientôt. À très bientôt.